Bonjour à tous, énormément d'informations nous est parvenu depuis l'espace, capturées par des télescopes, hein, bien sûr, qui nous permet d'analyser la situation spatiale et de faire une vraie mise à jour d'un point de vue astronomique. Bien évidemment, tout ceci toujours de manière humble. Alors, bien sûr, vous avez tous entendu parler de l'astéroïde, la comète dit Atlas, euh, qui arrivera au niveau de la zone astronomique, proche de la Terre, fin avril, courant mai, qui la passera et que nous pourrons tous voir à l'œil nu. C'est quand même une très très bonne chose, intéressante astronomiquement. Alors celle-ci, elle a des particularités assez intéressantes, puisque elle a une révolution de 6000 ans, quasiment, en aphélie, c'est-à-dire la zone la plus lointaine du Soleil, c'est-à-dire au niveau du nuage d'Oort, bien sûr. Et puis là, elle se rapproche de la Terre. Et puis la dernière fois qu'elle est passée, c'était l'époque égyptienne, il y a plus de 6000 ans. Enfin, quand on dit l'époque égyptienne, c'est la seule grande civilisation de l'époque. Voire il y en avait d'autres, bien sûr. Mais celle connue, je veux dire, d'un point de vue archéologique, si j'ose dire humblement. Alors, bien sûr, avant tout, il faut être humble toujours. Et il faut parler de la comète et de ce que c'est. Bien sûr, avec toujours le thème musical Stay de Hans Zimmer du film Interstellar, bien sûr, qui nous accompagne. Sur le site comète obspm.fr, bien sûr, il faut comprendre ce qu'est une comète. Et l'historique, notamment avec Tycho Brahe en Occident, et l'impact de l'astéroïde de 1577 qu'elle a eu au niveau de l'humanité, et la prise de conscience qui a fait prendre à l'humanité cette comète de 1577. Notamment sur Histoire des comètes, bien sûr, vous pourrez cliquer, là je mettrai le lien, et comme ça vous pourrez voir la comète de 1577, qui est vraiment assez intéressante. Et puis sur la droite, nous voyons une photo des têtes des comètes, 32 photographies prises à la fin du 19e siècle, collection observatoire de Paris. Alors qu'est-ce qu'une comète, tout simplement? C'est fabuleux comme définition. Une comète est un astre qui se déplace relativement rapidement dans le ciel. Il est constitué d'une tête munie d'une chevelure ou coma, et suivi d'une queue dirigée en gros à l'opposé du Soleil. Souvent, cette queue est double. Une composante brillante et généralement courbe est doublée d'une composante plus faible et rectiligne. Quant à la tête, elle a un aspect d'une nébuleuse brillante dont la lumière empêche de voir depuis la Terre son noyau solide. Celui-ci ne peut être observé que de l'espace par des sons pénétrant suffisamment profondément dans le coma. Alors en 1950, c'est comme très intéressant, ça c'est la diffusographie, et puis là on a un petit historique vraiment très 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 intéressant. En 1950, suffisamment de données, au demeurant très disparates, avaient été recueillies sur la nature des comètes pour que l'astronome américain Whipple ait pu tenter une synthèse. Il se basait sur les faits suivants. Les comètes sont formées de poussière et de produits volatiles. Ces poussières et ces produits volatiles sont probablement contenus dans un noyau où ces derniers sont gelés. Sous l'effet du rayonnement solaire, les produits volatiles sont progressivement sublimés, le gaz et les poussières sont libérés formant les queues. La réaction produite par ces phénomènes s'oppose partiellement à l'attraction gravitationnelle du Soleil, ce qui a pour effet de modifier légèrement l'orbite de la comète. Cet effet est observable pour les comètes périodiques et permet de calculer la perte de masse par le noyau. Les molécules issues du noyau sont brisées et éventuellement ionisées par le rayonnement solaire après leur injection. Donc voilà une belle définition complète de la comète. Et alors bien sûr, nous avons d'autres actualités au niveau d'astronomie, je vais y revenir. À part cette comète, nous avons Betelgeuse. Nous avons aussi un petit satellite de la Terre qui se promène et qui est apparemment pas périodique mais temporaire, on va dire. Donc, une autre information, différentes interprétations dans l'histoire ont été observées concernant les comètes. Et puis, ce site-là est vraiment très 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 intéressant sur les comètes. On a aussi une autre définition avec une autre analyse, formation des personnes, des ressources en sciences et technologies, les comètes. C'est vraiment un document de travail très 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 intéressant, très fourni. Ce qui m'intéresse, c'est ce texte, notamment sur les comètes.
et sur l'origine aussi des comètes pour avoir une véritable analyse complète et globale. Et savoir de quoi on parle. Parce que, bien sûr, lire un article sur une comète toxique qui se dirige vers la Terre, finalement, sur ma chaîne, c'est pas... ça peut être intéressant, bien sûr. Mais le plus important, c'est d'avoir un contexte, d'avoir un fond, un vrai fond technique. Alors, les comètes, hein, depuis l'Antiquité, les comètes ont provoqué une multitude de sentiments chez ceux et celles qui les ont observées, mais jusqu'au Moyen-Âge, elles ont été habituellement mal perçues. Leur arrivée imprévisible ainsi que leur forme qui rappelait à certaines des épaules des poignards suspendus dans le firmament faisait qu'elles étaient généralement accueillies comme présage de grands malheurs. Alors ça, c'est pas que ça m'intéresse, c'est que c'est intéressant à souligner. Comme présage de grands malheurs. Est-ce que cet astéroïde toxique, en plus, la symbolique toxique, finalement, en plus de son passage proche de la Terre, la symbolique toxique ne présage pas un malheur toxique? En effet, épidémies, famines et guerres sont autant de calamités qui ont parfois coïncidé avec le passage de comètes brillantes au cours des siècles, pas étonnant qu'on leur ait fait si mauvaise réputation. Alors ça, quand j'ai lu ça en préparation de la vidéo, je me suis dit, elle doit faire partie de cette vidéo, ce lien. C'est pas possible, c'est quand même incroyable. Épidémies, famines et guerres qui ont coïncidé avec le passage de comètes brillantes. Là c'est implacable. C'est parfaitement implacable. Il n'y a absolument rien à dire, c'est d'une limpidité, d'une simplicité. Rappelons que cette comète, son dernier passage, c'était au début de la séquence abrahamique. Hein, il y a plus de 6000 ans à l'époque de la civilisation égyptienne. Pas forcément à son apogée, hein, on ne sait pas, mais c'est quand même intéressant à souligner, cycliquement parlant. Et la science de l'époque n'était guère à se faire une idée plus raisonnable des comètes. On se contentait d'affirmer qu'il s'agissait d'exhalaisons atmosphériques ou de langues de feu qui circulaient dans l'air. Bref, les comètes relevaient du domaine de la magie et de la superstition, cantonnées dans les recoins les plus sombres de l'esprit humain. Il aura fallu attendre la Renaissance et le retour d'une véritable curiosité scientifique pour que la lumière commence à se faire sur ce phénomène. C'est Tycho Brahe, justement, astronome danois, qui a donné le coup d'envoi à l'ère moderne de l'étude des comètes. Grâce à ses observations, il a pu montrer que la grande comète de 1577, alors la comète de 1577, elle a une magnitude absolue de moins 1,8, c'est-à-dire qu'au niveau de la magnitude, plus elle est basse, si j'ose dire, ou inférieure, moins 1,8, plus elle est lumineuse. Et, elle est restée plus brune que la magnitude de 0 pendant environ 10 semaines, début novembre 1577 jusqu'à début 1578. Ça a marqué vraiment l'humanité, le passage de cet astéroïde. Une comète de 1577 se déplaçait à une distance plus grande que la Lune. Un propre mythe venait de tomber. Les comètes ne sont pas des phénomènes atmosphériques, mais se produisent bien au-delà de la Terre. Jusqu'au XXe siècle, nos connaissances sur les astres chevelus, comètes en grec ancien, se limitaient aux données recueillies au cours d'observations minutieuses tant à l'œil nu qu'au télescope. Celle-ci montre souvent un noyau central minuscule, noyé dans un immense halo lumineux à la tête ou le coma, prolongé d'une tête ou d'une queue luminescente longue de plusieurs millions, centaines de millions de kilomètres. Ces queues se font plus importantes au fur et à mesure que la comète s'approche du Soleil et diminuent lorsqu'elle s'éloigne. On note que les queues pointent généralement à l'opposé du Soleil et précèdent même la comète lorsqu'elle s'en éloigne. Là, bien évidemment, pour terminer ce lien, là ça explique, voilà, la queue de plasma, l'enveloppe d'hydrogène, la queue de poussière, voilà, et puis on a le coma. C'est quand même assez spectaculaire, voilà. C'est quand même très intéressant. Alors bien sûr, l'origine des comètes, pour terminer, c'est un passage très intéressant. Les comètes sont des restes glacés de la formation du Soleil et des planètes survenues il y a environ 5 milliards d'années. Elles sont concentrées dans deux régions. Il y a d'abord la ceinture de Kuiper, située entre 4 milliards et demi, 8 milliards de kilomètres du Soleil.
soit au-delà de l'orbite de Neptune, elle contient de la matière qui aurait été expulsée par l'influence gravitationnelle de la planète Neptune. Cette matière se trouvait à l'origine dans les réseaux internes du système solaire, mais aurait été repoussée à cet endroit à la fin du processus de formation des planètes. On retrouve aussi à cet endroit de nombreux astéroïdes. Beaucoup plus loin, à environ 50 000 unités astronomiques du Soleil, une unité astronomique, bien sûr, représente la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. On trouve le nuage de Oort. Ce nuage contraindrait quelques milliards de noyaux cométaires dans son périple à l'intérieur de la Voie lactée. Il arrive qu'une étoile s'approche du Soleil et déloge une comète. La trajectoire du noyau cométaire est alors modifiée et il plonge vers le centre du système solaire. C'est quand même très intéressant. Alors, bien sûr, j'ai un lien complémentaire, notamment avec l'historique, avec Tycho Brahe, la comète Halley, bien sûr, hein, avec Newton. On a quand même aussi Arago, et puis aussi on a aussi Oort ici. Hein. On a aussi Oort et Kuiper. En plus, c'était en 1950 les deux qu'ils ont fait découvrir. Donc, c'est quand même assez intéressant pour Oort et Kuiper. On a donné leur nom à ces deux nuages éloignés du système solaire. Un historique assez intéressant astronomiquement. Alors bien sûr, allons maintenant à l'astéroïde qui nous concerne, et c'est Sputnik News qui nous en informe un article du 4 avril 2020, un article très intéressant. Une comète toxique se dirige vers la Terre. Après être passée près de la Terre à l'époque de la construction des pyramides égyptiennes, une comète contenant du gaz toxique s'approchera de nouveau de notre planète entre fin avril et mai. Selon un astronome russe, il sera possible d'apercevoir sa couleur verte dans un télescope. Une comète contenant un gaz toxique s'approchera de la Terre et du Soleil entre fin avril et mai et sera visible à l'œil nu, a annoncé un astronome russe à Sputnik. La présence de gaz cyanogène dans son noyau explique la couleur verte de l'objet céleste. Le cyanogène est responsable de l'apparition de la couleur verte parce que le rayonnement ultraviolet excite les molécules de cyanogène et qu'elles deviennent fluorescentes, a fait savoir Lyudmila Kokman, scientifique du planétarium de Moscou. Selon ses dires, l'étoile errante s'approchera de la Terre le 24 mai à une distance maximale de 117 millions de kilomètres. Le 31 mai, elle passera devant le Soleil à une distance de 38 millions de kilomètres, c'est-à-dire plus proche que celui de Mercure. Elle peut devenir la comète la plus brillante des 7 dernières années dans le ciel. En raison du vent solaire, des queues se formeront. L'une sera gazeuse, l'autre sera faite de poussière, lesquelles la rendront particulièrement spectaculaire, a-t-elle précisé. Déjà passée près de la Terre, et oui, hein, la comète Atlas C219Y4 a été découverte le 28 décembre 2019 par le système de détection des astéroïdes potentiellement dangereuses. Astéroïdes Terrestrial Impact Alert System. À l'époque, elle était minuscule à l'échelle de 20, de la magnitude apparente. Plus c'est inférieur et plus l'intensité lumineuse est forte. Hein. Elle était déjà passée près de la Terre au début du 4e millénaire avant Jésus-Christ, pendant la période de la construction des grandes pyramides d'Égypte, a expliqué la scientifique. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est sur Wikipédia, notamment cet observatoire d'Atlas, qui est vraiment très intéressant. Alors, c'est quand même assez intéressant, quand même. Centre système d'alerte ultime d'impact astéroïde. Moi, ça me titille un petit peu, quand même. En plus, c'est à Mauna Loa, sur une île d'Hawaï. J'en avais parlé, l'île d'Hawaï. Il y a quelque chose qui me... J'ai l'impression de m'arrêter sur ça parce que je sais pas, il y a quelque chose... J'ai pas un mauvais pressentiment, mais il y a quelque chose là. C'est quand même assez intéressant. Pourquoi c'est eux qui alertent comme ça? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui fait que un astéroïde, j'ai un autre lien, justement, concernant cet astéroïde, qui semble, à l'approche de la Terre, qui semble avoir quelques problèmes, qui semble se désintégrer. C'est assez étrange, puisqu'il y a 6 000 ans, c'est pas désintégré. C'est quand même assez intéressant. Alors, que nous dit cet article de space.com, qui est d'ailleurs très intéressant. C'est une autre information concernant cet astéroïde. Et c'est tout de suite intriguant, car elle pourrait exploser comme l'affirme ce site. Donc c'est quand même très intéressant. Alors, bien sûr, il y a une autre actualité astronomique que je ne peux pas expliquer parce que c'est compliqué. Notamment sur le site HelioViewer, des satellites qui filment le soleil en temps réel 24 heures sur 24. Il faut rester toute la journée et regarder le moindre vaisseau qui prend l'énergie ou d'un noyau d'étoiles, ou etc. Alors là, c'est extrêmement compliqué. De faire, prendre une photo à l'instant T et de vous montrer au niveau du soleil les vaisseaux spatiaux qui se passent là-bas. Bien sûr, on va pas expliquer ça de manière mainstream, c'est pas possible. Puis d'ailleurs, c'est pas. À partir du moment où c'est pas explicable scientifiquement, ça va être compliqué. Hein. Cette comète Atlas pourrait exploser ce mois-ci. Hein, déjà visible dans les télescopes et les jumelles de grande puissance, la comète pourrait être suffisamment brillante pour voir à la nuit d'ici fin avril. Donc là, nous avons une belle photo de l'astéroïde, hein, de la comète Atlas, le 29 mars. Alors, il y a eu beaucoup de discussions ces derniers jours sur les médias sociaux concernant l'approche d'une nouvelle comète. Alors, l'image a disparu. Va-t-elle revenir? Tiens donc. Alors, excusez-moi pour ce petit contretemps. Je reviens sur ce que je disais. Hop. Alors, ce site est quand même assez embêtant. Alors, il y a eu beaucoup de discussions ces derniers jours sur les médias sociaux concernant l'approche d'une nouvelle comète qui pourrait éventuellement évoluer vers un spectacle spectaculaire dans les semaines à venir. La comète a été baptisée Atlas, qui est un acronyme astéroïde. Le Atlas, justement, un levier astronomique robotique et un système d'alerte précoce basé à Hawaï utilisé pour détecter les petits objets à l'approche de la Terre, comme je disais. En plus de trouver des astéroïdes, l'Atlas a également trouvé plus d'une demi-douzaine de comètes. Celui qui intéresse actuellement tout le monde est celui dont je parle. Alors je ne vais pas agrandir parce qu'il y a un petit souci apparemment avec ce site, pas évident au niveau du chargement de la page. Lorsqu'elle a été vue pour la première fois le 28 décembre, la comète était un objet extrêmement faible, mais dans les jours et les semaines qui ont suivi, elle s'est éclairée à un rythme incroyable. En fait, depuis sa découverte jusqu'au 17 mars, la comète Atlas a augmenté de 27 500 fois sa luminosité. Une telle augmentation incroyable de lustre, plus le fait que les calculs ont montré qu'elle bougeait une orbite pratiquement identique à la grande comète de 1844, suggérait qu'Atlas était en passe de devenir un objet éblouissant. En effet, certains calculs suggèrent que lorsque la comète arrivera au périhélie, aphélie au niveau de nuages d'or là plus loin, et périhélie proche du Soleil, bien sûr. En effet, certains calculs suggèrent que lorsque la comète arrivera au périhélie, son point le plus proche du Soleil, le 31 mai, elle pourra rivaliser avec la planète de Vénus ou même la pleine lune avec éclat le 31 mai. Ça risque d'être un spectacle assez incroyable quand même. Mais d'après les observations faites au cours des 2 dernières semaines, cela ne semble pas très probable. Qu'est-il arrivé? À toute fin utile, la comète Atlas a frappé un mur le 17 mars. Depuis ce temps, l'augmentation à travers de la luminosité de la comète a considérablement ralenti. Au cours des 2 dernières semaines, la comète ne s'est éclairée que d'environ 0,5% de magnitude. La magnitude est une mesure de la luminosité pour les astronomes, les nombres inférieurs désignant des objets plus brillants, bien sûr, comme je disais. Alors, pour terminer, au 1er avril, un consensus d'observation pris dans la base de données des observations de comètes a montré que la comète Atlas planait à une magnitude d'environ 8, c'est à portée d'un petit télescope ou de bonnes jumelles, bien que beaucoup aient du mal à le voir parce que sa tête, comment est si grande, est environ
10 minutes d'arc à travers soit environ un tiers de la taille apparente de la Lune. Pour cette raison, au lieu d'être concentré en un petit point de lumière comme une étoile, la luminosité de la comète est repartie sur une grande surface, lui donnant une apparence fantomatique. Et à moins que vous n'ayez un ciel nocturne raisonnablement sombre et non pollué par la lumière, vous aurez probablement du mal à choisir l'image parle de la comète sur le fond du ciel. Donc voilà pour cette astéroïde. Maintenant, soyons plus près des étoiles avec l'étoile Bételgeuse qui fait remuer à la communauté scientifique avec une évolution de l'analyse de la situation, comme le démontre encore une fois cet article de Sputnik News, qui est vraiment très intéressant. Finalement, l'étoile Bételgeuse ne serait finalement pas sur le point d'exploser. C'est quand même assez intéressant. Alors, le temps du chargement, bien évidemment, ça met un peu de temps quand même, hein, le temps que ça arrive. Alors, bien sûr, je vais laisser comme ça. Alors que certains scientifiques avaient prédit son explosion supernova, l'étoile Bételgeuse ne serait finalement pas menacée. Hein, selon une étude, un nuage de poussière pourrait expliquer cette récente confusion. L'étoile reste néanmoins condamnée à long terme. Alors que plusieurs scientifiques la pensée promise à une explosion prochaine, l'étoile Bételgeuse ne serait finalement pas en péril immédiat. Dans un article publié dans la revue astrophysical Journal Letters, des astronomes expliquent avoir analysé la température de Bételgeuse afin de comprendre pourquoi sa luminosité baissait. En vérité, la diminution de la luminosité est due à un nuage de poussière. La diminution de la luminosité est due à un nuage de poussière expulsé par l'étoile. Donc, l'étoile expulse de la poussière et donc ça crée un brouillard. Et donc on se dit que ce brouillard diminue à diminuer l'intensité. C'est un raisonnement intéressant. Nous voyons cela tout le temps chez les supergéantes rouges. Hein. C'est une partie normale de leur cycle de vie. Les supergéantes rouges perdent parfois de la matière à leur surface, qui se condense autour de l'étoile sous forme de poussière. En se refroidissant et en se dissipant, les grains de poussière absorberont une partie de la lumière qui se dirige vers nous et bloqueront notre vue, explique l'astronome Emily Levesque de l'Université de Washington. La revue spécialisée Science Alert. Une mort programmée. Considérée comme une des étoiles les plus brillantes du ciel, Bételgeuse avait attiré l'attention des scientifiques en novembre 2019 lorsque sa luminosité avait considérablement chuté au point que les phénomènes étaient perceptibles à l'œil nu, rapporte Science Alert. Pour terminer, âgé de 8 à 8,5 millions d'années, Bételgeuse est séparée de la Terre par une distance comprise entre 500 et 700 années-lumière. Selon les scientifiques, elle entre dans la dernière phase de son existence. D'après les connaissances de l'évolution stellaire, elle a de fortes chances d'exploser prochainement, à condition d'employer ce terme dans des conditions astronomiques. Ce n'est peut-être pas avant, son mieux en même plus. Si elle explose, son éclat pourrait devenir si fort que celui de la pleine lune. Elle émettra lors des vents radioactifs très dangereux, précise l'astrophysicienne Sylvie Vauclair au média Futura Science. Quand même très intéressant. Alors, revenons à notre très chère Terre et ses environs avec une nouvelle mini-lune détectée. C'est quand même très intéressant. Qui est une autre actualité astronomique assez intéressante. Et puis, pour terminer cette vidéo, nous avons deux autres bonus concernant le satellite Black Knight. Et puis pour terminer, Xiaomi qui prouve que la Terre est ronde. Enfin, ronde, un peu ovalée si j'ose dire. Qui prouve avec son appareil photo la courbure de la Terre, bien sûr. Voilà, très joli site de slate.fr. Voilà. Alors là, nous voyons une nouvelle lune surnommée 2020 CD3. C'est quand même assez intéressant. Actuellement, il n'y a pas une, mais bien deux lunes qui tournent autour de la Terre, sauf que cette deuxième lune, détectée le 15 février dernier par le Catalina Sky Survey, l'observatoire du Mont Lemmon en Arizona, n'est pas visible à une nue comme celle qui éclaire la Lune. Elle est en fait minuscule. Bien évidemment, dans The Economist, je parlais de télescope, l'Event Horizon Télescope. C'est quand même très intéressant les
ces observations que nous avons en ce moment à cette époque. Surnommé de 2020 CD3 par le Centre des planètes mineures responsable de la désignation des corps mineurs dans le système solaire, ce satellite sera un tout petit astéroïde qui tourne autour de notre planète. Intéressant. À la manière de la Lune, depuis près de 3 ans, rapporte NBC News, avec un diamètre compris entre 1,9 et 3,4 mètres, environ la taille d'une voiture. Cette mini-lune est bien loin des proportions de notre Lune, qui mesure pas moins de 3474 km de diamètre. Un des chercheurs du Catalina Sky Surveyor a notamment tweeté une vidéo où l'on peut observer les premières images de l'astéroïde. Une lune temporaire, tiens, c'est intéressant. Nous lui avons à peine dit bonjour, que c'est presque déjà l'heure des adieux. L'orbite de cette mini-lune est en fait très instable selon les astronomes et elle sera probablement projetée loin de la Terre d'ici à avril, explique New Scientist. Cet astéroïde qui a fait le tour de notre planète environ une fois tous les 47 jours a une trajectoire particulièrement étrange. Une vidéo publiée par son co-découvreur Tony Dunn et relayée par le Figaro montre le chemin qu'emprunte en boucle la nouvelle mini-lune, dans la vidéo en rouge, par rapport à la Terre, représentée par un petit point bleu et la trajectoire de la Lune qui s'apparente à un anneau blanc. C'est quand même très intéressant. Observer un astéroïde qui entre en orbite autour de la Terre est en fait extrêmement rare. Mais ce n'est pas une première. Une lune à peu près similaire, baptisée 2006 RH120, avait déjà été aperçue en septembre 2006. Elle avait fini par s'éloigner définitivement de notre planète pour retourner dans le système solaire en juin 2007. Assez intéressant comme information, qui est une actualité vraiment intéressante. Alors, sur le site Fredzone, bien sûr, .org, le satellite Black Knight, le Chevalier Noir que nous voyons ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, bien sûr, c'est le fameux Chevalier Noir qui est vraisemblablement un satellite extraterrestre métamorphe d'observation. Voilà, là, on ne peut pas être plus clair. Effectivement, au niveau alien, au niveau exobiologique, c'est intéressant pour eux, pour explorer. Vous mettez un satellite en orbite, et puis vous regardez ce qui s'y passe. Il n'y a pas besoin d'invasion, de quoi que ce soit. Vous observez, vous observez ce qui se passe. C'est quand même plus intéressant. Bien évidemment, je vais lire les quintessences. Pour terminer, beaucoup l'ignorent peut-être, mais plus de 100 000 satellites ont été lancés sur orbite terrestre depuis que l'Union soviétique a envoyé Sputnik 1 dans l'espace en 1957. Ces satellites conçus par l'homme ont servi à diverses fins, notamment la communication et l'exploration. D'après les estimations, environ 3600 d'entre eux sont restés en orbite, dont très peu sont encore opérationnels. Toutefois, l'un de ces satellites serait d'origine extraterrestre. Il aurait fait le tour de notre planète avant le lancement de Sputnik. Ce mystérieux engin spatial est connu sous le nom de satellite Black Knight. Il serait d'origine alien et son existence serait cachée par la NASA depuis plus de 60 ans. Bien évidemment. Alors moi aussi m'intéresse, bien sûr, j'ai parlé de Nikola Tesla et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Parce que c'est le créateur de la radio, bien sûr. Notamment. C'est le plus grand créateur du XXe siècle. Le plus grand découvreur, bien sûr. Malheureusement, pas sous-estimé, mais sous-évalué, je veux dire historiquement, pardon, bien sûr. Il semble que l'histoire du satellite extraterrestre commence lorsque des signaux étranges sont entendus par Nikola Tesla, bien avant l'époque des Apollo. Le célèbre inventeur serbe qui a passé la plus grande partie de sa carrière aux États-Unis en 1899, il aurait intercepté un signal qui ne semblait provenir d'aucune des sources naturelles de signaux de la Terre. Voilà pourquoi ce Nikola Tesla on ne peut pas parler de lui parce qu'il y a un lien alien, il y a un lien exobiologique. Donc, le problème c'est que si vous mettez en lumière, pour le mainstream, il vaut mieux mettre en lumière des gens comme Albert Einstein, mainstream, que des gens comme Nikola Tesla. Parce qu'après, il y a toujours un fond qu'il faut expliquer derrière. Et là, c'est trop compliqué. Comme alors, comme semblait, il aurait intercepté un signal qui semblait provenir d'aucune des sources
comme les orages chargés en électricité qu'il avait déjà étudiés au cours de ses expériences. Il a alors déduit que les étranges signaux devaient provenir d'une source extraterrestre intelligente, potentiellement des habitants de Mars. Tesla n'a toutefois jamais prétendu avoir entendu des signaux provenant d'un satellite extraterrestre en orbite de la Terre. C'est seulement aujourd'hui que certains affirment qu'il s'agissait d'une transmission de satellites d'origine inconnue en orbite autour de la Terre, que certains appelleront plus tard le Chevalier Noir. Toutefois, on sait maintenant qu'il existe certaines sources extraterrestres naturelles qui émettent des signaux répétitifs tels que les pulsars. Ce sont des étoiles à neutrons à rotation rapide, découvertes pour la première fois en 1967, qui émettent un signal rythmique. C'est quand même simple. Ah, alors ça m'a un peu turlupiné, si j'ose dire. Ouais, parce que c'est quand même très intéressant. Alors, juste avant, ça c'est intéressant, c'est la légende du satellite du Black Knight. La légende raconte qu'en orbite de la Terre se trouve un objet mystérieux et sombre qui remonte peut-être à 13 000 ans. Son origine et son but sont inconnus. Surnommé le Black Knight, Chevalier Noir, ce satellite insaisissable aurait transmis des signaux vers la Terre et aurait été inspecté par des astronautes de la NASA. Mais seules quelques personnes sur Terre auraient officiellement connaissance de son existence. L'origine de son nom sinistre fait partie de l'énigme. Difficile de savoir qui l'a appelé ainsi pour la première fois et pourquoi. Mais alors, d'où est née cette légende du satellite Black Knight? C'est intéressant à rappeler. Hein. Donc, on a aussi prétendument décodé aussi. Ce qui m'intéresse, c'est le programme Corona. Bien sûr, c'est logique que je me suis arrêté là pour terminer cette vidéo. Là aussi, ça me titille le programme Corona. C'est assez étrange quand même. On parle de satellite, on parle de chemtrail, on parle de 5G par rapport au coronavirus. Quelques années plus tard, le satellite extraterrestre a de nouveau fait son apparition lorsque les journaux américains ont rapporté en 1960 qu'il y avait un objet inhabituel en orbite polaire, alors que les deux superpuissances de l'époque, USA et Union soviétique, avaient des satellites en orbite équatoriale. Une orbite polaire signifiait que le satellite pouvait voir chaque partie de la Terre. C'est-à-dire que le Chevalier Noir, le Dark Knight, il était en orbite polaire, donc il voyait toute la Terre. Puisqu'elle a cette forme-là, donc elle a une orbite polaire, hein, elle pouvait voir chaque partie de la Terre. C'est quand même assez intéressant. Mais aucun de ces deux pays n'avait reconnu être le propriétaire de cet objet étrange. Certains ont donc affirmé qu'il s'agissait certainement du Black Knight. Mais les documents déclassifiés de cette époque suggèrent que l'objet en question était lié à un satellite d'espionnage du programme Corona des États-Unis. Satellite d'espionnage du programme Corona des USA. On sait maintenant avec une quasi-certitude que l'objet mystérieux signalé était un gros morceau de débris du satellite Discover 8 sorti de manière inattendue lorsqu'il larguait sa capsule récupérable contenant son film photographique. Alors, bien sûr, moi je me suis intéressé au programme Corona satellite. Hein. C'est quand même très 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 intéressant ce programme Corona. Les satellites du programme Corona utilisent des techniques mises au point dans le cadre de la photographie aérienne. Les satellites Corona disposent d'une ou deux capsules récupérables contenant le film photographique. Moi je dis, c'est quelque chose à creuser. C'est quelque chose à creuser. Alors bien sûr, coronavirus, ça n'a rien à voir. Mais il faut creuser. C'était peut-être une... Je sais pas, il y a peut-être quelque chose à creuser. Parce que il y a quelque chose là. Franchement, il y a vraiment quelque chose à creuser. Pourquoi programme Corona? Programme de le couronne. C'est peut-être la symbolique qui est pareille. On a donné le nom de coronavirus parce que c'est une forme de couronne, le coronavirus. Et là, peut-être qu'il y a la même symbolique. Donc, c'est bien hein, que ceux qui font ces choses-là malfaisantes aiment bien tout ce qui est symbolique. Donc, on a le même mot corona, donc il y a peut-être un lien au niveau symbolique. Au niveau de la couronne, donc c'est quelque chose à voir. Donc, bien évidemment, pour terminer, hein, sur funandroid.com, voilà, les photos satellites, enfin les photos
hein, d'un capteur photo 108 mégapixels, hein, le même que le Xiaomi Mi prouve la courbure, montre la courbure de la Terre. C'est bien évidemment absolument pas plat, puisque à l'intérieur, j'ai fait une vidéo hein, sur la relation des astres, hein, réflexion de relation des astres. Bien sûr, il y a le soleil central à l'intérieur, et puis on a des cavités bien sûr à l'intérieur de la Terre. Après qu'on passe le manteau, et le magma, bien sûr, il y a des cavités, il y a des creux. Alors, sinon, ça ne peut pas tourner, ça ne peut pas fonctionner. Au niveau des énergies, ça ne peut pas du tout fonctionner. J'ai parlé aussi des tremblements de terre, etc., qui résonnent aussi par rapport au soleil central. Le soleil central, qui est l'énergie de l'être Gaïa qui fait tourner, qui nous protège hein, au niveau de son bouclier, qui nous protège aussi de certains rayons nocifs du soleil, bien sûr. Parce que voilà, c'est une vitesse folle, j'ai démontré aussi dans la vidéo du système solaire, la vitesse du soleil qui ramène tous ces astres avec évidemment cette logique circulaire, et comme on est circulaire, il y a cette logique zodiacale à 360 degrés. Tout ça est une parfaite mécanique céleste, parfaitement bien synchronisée. Donc voilà pour cette vidéo pour les actualités astronomiques. Bien sûr, il faut s'y intéresser, c'est quand même important, notamment avec cet astéroïde. Moi-même, on le verra tous à la vue, hein, je vais peut-être y revenir. S'il y a des développements complémentaires concernant cet astéroïde, bien sûr, restez connectés. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, vos commentaires aussi sont importants et intéressants. Vos pouces levés aussi, vos likes. Parce que bien évidemment, c'est une chaîne qui est, j'ai l'impression, surveillée, bien sûr, depuis que ma vidéo sur le mois de septembre a été supprimée, même bien avant. Hein. Et ma prochaine vidéo, c'est la coronavirus, le 5G. Et la 5G, avec chaîne Prime. Donc cette vidéo, je vais la mettre en non répertorié, parce que c'est une vidéo qui peut faire mal, bien sûr, au système. Et évidemment, moi, je veux continuer ma chaîne. Il se peut que ma chaîne ait des soucis après cette vidéo. Parce qu'on a bien vu, la vidéo sur le 11 septembre, un raisonnement humble, qui est une contre-enquête. Là, ça va être la même chose. Parce que c'est la même acabit, hein, ce qui se passe. Donc, concernant le coronavirus et la 5G, je mettrai en lien cette vidéo qui sera en non répertorié, bien sûr. Et puis ensuite, on reprendra classique, une vidéo sur la crise aux États-Unis, très très grave ce qui se passe aux États-Unis, notamment aux États-Unis, pas que. Il y a une mise à jour aussi à faire au niveau de ce qui se passe aux États-Unis, bien sûr. Puis une vidéo sur The Economist et la revue de presse d'avril. Voilà, pour 3 vidéos encore pour le mois d'avril, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine, merci à vous.